Bon, on va faire ensemble un point sur le marché des cryptos et particulièrement sur Bitcoin parce que ces derniers jours, il s'est passé pas mal de choses qui ont fait que Bitcoin se trouve dans une zone d'incertitude et l'issue de cette situation va clairement déterminer la direction du marché dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. À savoir, est-ce qu'on prolonge la tendance haussière dans laquelle on se trouve depuis avril 2025 qui nous a amené à faire des nouveaux plus hauts historiques? Ou alors, est-ce qu'on casse cette tendance et auquel cas on rentre dans une correction, voire même le début d'un marché baissier? Alors, le but de cette vidéo, ça va être de vous expliquer concrètement pourquoi on se retrouve dans cette situation, quels sont les éléments qui nous ont alertés la semaine dernière et qui nous ont dit attention, on rentre dans une zone compliquée pour Bitcoin, il faut commencer à être vigilant. Évidemment, on va expliquer aussi quel est le contexte qui fait que Bitcoin se trouve dans cette situation, parce que vous en doutez, si Bitcoin est dans une zone d'incertitude, c'est parce que l'économie américaine et le contexte macroéconomique de manière générale est dans une zone d'incertitude. Donc je vais essayer de vous expliquer ça de la meilleure des manières possibles. Et puis après, on va essayer de regarder ensemble quelles sont les échéances devant nous qui vont nous donner des réponses à nos questions et qui vont finalement nous dire à quelle sauce on va être mangé dans les prochains mois sur le marché des cryptos. Et puis on ira regarder aussi un petit peu le cours du Bitcoin pour voir quels sont les différents scénarios qui sont en face de nous et les niveaux de prix à surveiller pour valider tel ou tel scénario. Alors pour cette vidéo, on va se baser sur un article qu'on a publié la semaine dernière, plus précisément vendredi dernier, puisque c'est à ce moment-là qu'il y a eu justement les éléments qui se sont déclenchés, nos alertes qui nous ont dit attention, il faut surveiller le Bitcoin. Cet article, il a été publié uniquement pour nos membres premium sur Hook Research, mais bon, j'en avais absolument besoin pour cette vidéo, il y a tout le contenu que je voulais vous expliquer dedans, donc on va l'utiliser comme base, mais j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez toujours rejoindre Hook Research Premium si ça vous intéresse, vous avez tous les liens dans la description, donc voilà, je ferme cette parenthèse. Et on va se rendre directement sur le cours du Bitcoin parce que ça va nous permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'important sur la journée de vendredi dernier et qu'est-ce qui nous a poussé à publier cet article et à faire cette vidéo aujourd'hui pour vous faire cette analyse. Si on dézoome un petit peu sur Bitcoin, on se rend compte rapidement que depuis avril 2025, on est dans une tendance haussière à moyen terme, c'est-à-dire en daily ou en weekly, puisque à plus haut time frame, évidemment, on est clairement dans une tendance haussière. Cette tendance haussière, donc, elle a démarré au bottom de 74 000, 15 000 $ environ, et elle nous a permis d'aller trouver des nouveaux plus hauts historiques, dont un au début du mois d'octobre au-dessus des 126 000 $. Depuis, il s'est passé pas mal de choses. On a eu la journée du 10 octobre qui a été assez catastrophique, on l'a traité ensemble dans une vidéo, d'ailleurs je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Et puis on a eu, une semaine plus tard, vendredi dernier, un événement important, c'est qu'on a cassé, enfin en tout cas on a franchi à la baisse le niveau des 107 000 $. Pourquoi c'est un niveau qui est important? Tout simplement parce que c'était l'ancien plus bas dans notre tendance haussière qui tient depuis avril dernier. Et si on le casse, ça veut dire que potentiellement on est en train de vivre une inversion de tendance et donc qu'on peut avoir une correction plus prolongée sur Bitcoin, voire même le début d'un potentiel bear market. Et effectivement, étant donné que ça fait quand même un petit moment qu'on est dans cette tendance haussière, toute correction pourrait potentiellement être la dernière correction et celle qui nous amène en bear market. Donc il faut être assez vigilant. C'est pour ça qu'on a publié cet article-là à nos abonnés premium, parce que ça semblait être important de surveiller ce qui allait se passer dans cette journée de vendredi et de manière générale sur la semaine dernière. Puisque autant que la clôture daily, c'est aussi la clôture weekly qui est importante. Et donc on a évoqué plusieurs scénarios dans l'article en fonction des évolutions du prix. Alors le premier scénario c'était qu'on restait dans cette zone grise de 107 000 $, 98 000 $. Alors pourquoi 98? Tout simplement parce que si vous regardez un peu en arrière, c'est une zone qui nous a servi de support, qui nous avait servi de résistance par le passé. Bref, c'est une zone qui a beaucoup été travaillée avec beaucoup de liquidité. Donc effectivement, si on casse cette zone des 98 000 $, c'est ce qu'on disait, là clairement c'était un signal très baissier, qui voulait dire qu'on allait entrer dans une correction, voire même dans le début d'un bear market pour Bitcoin, et qu'on pouvait aller à minima revisiter la zone des 75 000 $, voire même plus bas en fonction de l'évolution du marché par la suite. Donc on était dans cette zone-là, et on disait, soit on oscille dedans, soit on casse à la baisse, soit évidemment on casse à la hausse, qui était notre scénario privilégié, c'est-à-dire que Bitcoin va chercher des liquidités. Alors moi j'envisageais à titre perso qu'on retourne au 98 avant de rebondir, parce que je le voyais comme le max pain scénario, le scénario avec le plus de douleur, le plus de casse pour le marché. Bon, c'est pas ce qui s'est passé, il a rebondi autour des 103 500 $ environ, mais Bitcoin est allé quasiment clôturer la journée au-dessus des 107 et il a fini par clôturer la semaine au-dessus des 107 000 $. Ce qui signifie que la tendance haussière dont je vous parle depuis avril dernier, elle est préservée. On est soulagé, on peut souffler un petit peu,
Mais est-ce que ça veut dire que c'est terminé pour autant? Bah non, clairement, parce que même si on en parlait dans l'analyse, on attendait à ce que le Bitcoin retourne autour des 112, 115 000, ce qui est arrivé, hein, il a tapé les 114 000 dollars environ. Ça veut pas dire qu'on est sorti de l'auberge. Au contraire, quand vous voyez la volatilité qu'on a sur Bitcoin ces derniers jours, ça veut bien dire que on est toujours dans cette phase d'incertitude. Certes, on n'est plus entre les 107 et les 98 000, donc ça c'est plutôt bon signe, mais on n'est pas sorti de la zone d'incertitude. Pourquoi? Bah tout simplement parce que on a toujours une zone d'incertitude aussi dans le contexte macroéconomique. Et c'est ce que je vais vous expliquer. En fait, il faut qu'on attende des réponses à nos questions pour avoir une décision claire sur le marché et une direction claire pour les prochaines semaines et pour les prochains mois. Et du coup, ce fameux contexte macroéconomique dont je vous parle, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est quoi la situation? En fait, pour la comprendre, il faut savoir que depuis 2022 environ, on est dans une phase qu'on appelle de quantitative tightening menée par la Fed, donc la Réserve fédérale américaine, l'équivalent de la Banque centrale en Europe. Leur objectif, il était simple, restreindre l'inflation, puisque après la crise Covid en 2021, les taux de la Fed étaient à zéro, ce qui voulait dire que les emprunts ne coûtaient rien, donc que la liquidité se déversait sur les marchés financiers pour sauver l'économie américaine justement après cette crise du Covid, mais que en contrepartie, on imprimait énormément de dollars et c'est ça qui a poussé en fait l'inflation sous-jacente. Le truc, c'est que effectivement en 2022, la Fed a dit il faut qu'on arrête ça. Ils ont rehaussé leur taux, ce qui signifiait que c'était plus compliqué pour les banques d'aller emprunter de l'argent à la Fed. Donc on réduisait l'impression monétaire, mais on réduisait aussi les liquidités qui allaient se déverser sur les marchés. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi une politique de resserrement monétaire. Le problème, c'est que là, on se retrouve dans une situation où le système, il est à bout de souffle. On commence à avoir des impacts concrets et tangibles de cette politique monétaire qui était menée par la Fed. Et c'est pour ça qu'on est dans une situation qui est complexe. Alors, ces impacts, qu'est-ce que c'est concrètement? Pour commencer, il va falloir qu'on parle d'un truc qui s'appelle le Reverse Repo Facility, le RRP. C'est un concept qui est un peu compliqué à comprendre, mais ce qu'il faut que vous vous dites, c'est que c'est un accord entre la Fed et des institutions bancaires, on va dire des banques pour faire plus simple. C'est un accord de rachat de titres et de rachat de liquidités. Concrètement, les banques peuvent aller voir la Fed en disant, là j'ai des excédents de liquidités actuellement, je vous donne ces liquidités-là et en échange vous me donnez des titres comme des bons du Trésor américain, par exemple. Par contre, on signe un accord de rachat, c'est-à-dire que quand je reviendrai dans un an, par exemple, vous me reprenez ces titres et vous me rendez mes liquidités. Et évidemment, ça marche dans les deux sens, bien entendu. Et donc, ce Reverse Repo Facility, si on le regarde, en tout cas on regarde la courbe d'évolution, on voit qu'effectivement en 2022, on était à un niveau de trésorerie qui était très élevé dans les caisses de la Fed. On avait 2300, 2400, 2500 milliards de dollars environ, ce qui voulait dire qu'il y avait beaucoup de banques qui étaient allées donner leur liquidité à la Fed en échange de ces titres-là parce qu'il y avait des excédents de liquidité sur le marché. En fait, la Fed joue avec ça comme un régulateur de la liquidité. Le truc, c'est que, étant donné qu'il y a eu cette politique de resserrement monétaire, il y avait beaucoup moins de liquidités disponibles sur les marchés et notamment pour les banques. Et donc, forcément, petit à petit, chaque mois, elles venaient toquer à la porte de la Fed en disant, là, j'ai besoin de mes liquidités. Donc, je vous rends vos titres, rendez-moi mes liquidités. Ce qui fait que les caisses de cette trésorerie, en fait, se sont vidées concrètement, au point où, si on regarde les derniers chiffres, en fait, aujourd'hui, on est en dessous des 4 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de disponible dans ce système de trésorerie de la Fed. C'est-à-dire que toutes les banques sont venues récupérer leur liquidité parce qu'elles en avaient besoin. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir? En fait, ça veut dire que concrètement, la Fed, pendant qu'elle menait cette politique de resserrement monétaire, elle savait d'une certaine manière que ça allait pas avoir d'impact direct pour les banques parce que les banques pouvaient récupérer facilement cette liquidité. Maintenant qu'elles ne peuvent plus le faire, en fait, elles sont tout simplement livrées elles-mêmes. En fait, la Fed n'a plus ce matelas de sécurité, c'est ce qu'on expliquait là, elle n'a plus ce matelas de sécurité pour défendre le système financier américain. Donc elle sait qu'elle est au pied du mur. Et il y a d'autres éléments qui vont dans ce sens-là, c'est que les réserves des banques auprès de la Fed, elles sont tombées en dessous de 3 trillions de dollars. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est un niveau que même la Fed considère comme étant une limite où on peut dire ça y est, là vraiment les liquidités sont devenues extrêmement rares, c'est assez catastrophique. Et le dernier élément qui intervient dans tout ça, c'est le Standing Repo Facility. Alors repo, pour rappel, c'est vraiment ce que j'expliquais tout à l'heure, à savoir ce contrat de rachat finalement entre les banques et la Fed. Et le truc, c'est que lorsque les banques n'arrivent plus à trouver des liquidités sur les marchés interbancaires, c'est-à-dire que plus aucune banque n'est capable de fournir des liquidités pour les autres, elles ont le besoin d'aller toquer à la dernière porte qui reste. Et en fait, c'est ce SRF, c'est le dernier levier d'urgence qui est mis à disposition par la Fed. Et le truc, c'est que si vous regardez ces derniers jours, l'utilisation du SRF a complètement explosé. Et quand ça explose, ça veut vraiment dire que les banques, elles sont à l'agonie.
Et en fait, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin pour voir les impacts sur les banques. On commence déjà à les voir. On n'en parle pas énormément ici en Europe, quoique si vous suivez des médias un peu spécialisés dans la finance. Mais évidemment, on a beaucoup parlé aux États-Unis. Il y a eu Zions Bank Corporation qui a révélé une perte de 50 millions de dollars sur des crédits non remboursés. Et puis il y a eu Western Union qui a engagé des poursuites pour fraude contre un de ses créanciers. On n'a pas le montant exact, mais pareil, c'est de l'argent qui n'a pas été remboursé. Et c'est pas tout, parce que Jamie Dimon, le CEO de JP Morgan, en a parlé aussi récemment. Il a dit quand on voit un cafard, il y en a probablement d'autres, donc tout le monde doit être prévenu. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, chez JP Morgan, ils ont été touchés 170 millions de dollars de pertes au troisième trimestre parce que il y a eu la faillite d'un de leurs créanciers. Et donc tout ça, ça crée des tensions supplémentaires parce que si les liquidités sont déjà très difficiles à obtenir et qu'en plus les banques n'arrivent pas à à récupérer leurs créances, comment est-ce que peuvent réinjecter ces liquidités ailleurs? Donc ça crée encore plus de tensions et ça justifie aussi, comme je disais, pourquoi est-ce que la Fed se retrouve un peu au pied du mur actuellement. Et oui, parce que finalement, derrière ces éléments, ces signaux que je vous ai présentés, c'est toute la mécanique de financement américaine qui est en train de se gripper lentement. En fait, cette politique de quantitative tightening qui est menée par la Fed depuis 2022 pour réduire l'inflation, elle commence à montrer ses limites. On a, vous l'avez compris, le RPR qui est vide, ce coussin de sécurité de la Fed qui est complètement vide. On a des banques qui commencent à aller toquer à la porte de la Fed pour dire j'ai besoin de liquidité, je vais utiliser ce dernier levier d'urgence qui est disponible pour le faire parce que j'arrive plus à me financer sur les marchés interbancaires. Et on commence à voir les maillons faibles de ce système de financement américain, de ce système bancaire, qui sont en train de se fragiliser, voire même de montrer des signes de faillite, avec notamment les banques régionales qui n'arrivent plus à récupérer l'argent auprès de leurs créanciers. Et évidemment, c'est ce qu'on explique là, mais on n'est pas encore dans un scénario de crise. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la Fed, elle est au pied du mur et que Jérôme Powell, il va falloir qu'il agisse prochainement. Parce que si sa priorité récemment, c'était contenir l'inflation et aussi sauvegarder le marché de l'emploi aux États-Unis, et donc c'est pour ça qu'il freinait un petit peu des deux pieds pour baisser les taux parce que il y avait encore trop d'inflation et il y avait encore un trop haut taux de chômage sur le marché de l'emploi aux États-Unis. Là, on parle quand même d'un autre niveau. On parle de banques régionales qui pourraient potentiellement faire faillite. On parle de banques dans lesquelles des millions d'Américains ont placé leur argent. Et si ces millions d'Américains n'arrivent plus à avoir accès à leur argent parce que les banques font faillite, c'est des millions d'Américains qui se retrouveront à la rue. Alors, historiquement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre de configuration, ça dure pas très longtemps. En fait, soit la Fed va intervenir rapidement pour détendre le système, soit ce stress va finir par s'étendre à d'autres compartiments du marché, et on va finir par avoir un maillon un peu plus fort qui va faire faillite, et l'impact là est évidemment désastreux. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on est dans une semaine qui est décisive et que les prochains jours vont être absolument importants pour déterminer l'avenir du marché des cryptos, enfin en tout cas dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. C'est que l'incertitude autour de Bitcoin, elle est expliquée par l'incertitude autour de la décision de la Fed. Et la réponse, on devrait l'avoir lors de la réunion du FOMC du 29 octobre prochain. Pour moi, ça c'est le vrai catalyseur. C'est à ce moment-là que la Fed dira si oui ou non il décide de baisser les taux. Alors le marché actuellement estime une probabilité de 65% que la Fed annonce une baisse des taux de 25 points de base. Est-ce que ça permettrait de détendre la situation? Je pense, et d'ailleurs je pense que le marché est déjà en train de le pricer. C'est pour ça que Bitcoin a repris le niveau des 107 000 $, et c'est pour ça que je pense que dans les prochains jours Bitcoin va pouvoir encore grimper un petit peu, parce que le marché va pricer cette annonce-là. Maintenant, évidemment, si la Fed annonce qu'il n'y a pas de baisse des taux, là, ça va être catastrophique. On peut s'imaginer qu'on va re-rentrer dans le range des 107 000, voire même aller toucher ou casser les 98 000 $, parce que là, vraiment, c'est une annonce qui est désastreuse. Ou alors, la Fed peut aussi annoncer une baisse des taux, mais supérieure, donc de 50 points de base par exemple, et là, je ne sais pas comment le marché réagira. Est-ce qu'il va paniquer, ou est-ce que, au contraire, ça va être vraiment une bougie haussière parce que il va se dire que c'est une très bonne nouvelle? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'est cet élément-là qui est à surveiller. D'ici là, d'un côté, on va voir tous les signaux de tension, donc la moindre faillite ou le moindre problème du côté d'une banque va clairement être une pression supplémentaire sur les épaules de Powell pour prendre une décision rapidement. Et quant à nous sur le marché, dans cette situation-là pour Bitcoin, comme d'habitude, chaque signal aussi de la part, par exemple, de Donald Trump qui nous fait une déclaration de nouveaux tarifs douaniers je ne sais où dans le monde, va aussi impacter effectivement le cours du Bitcoin, mais ça n'est qu'à court terme. Par rapport à cette zone d'incertitude dans laquelle on est, on va avoir nos réponses vraiment lors de cette réunion. Mais d'ailleurs, pas que, parce que depuis cet article-là, on a eu une autre info qui est tombée, et on l'a partagé à nos membres premium dans l'alpha feed. Je vais essayer de la retrouver. Alors voilà, on en a parlé dans cette alpha, qui était d'ailleurs un petit point sur le marché, parce que effectivement, vu que Bitcoin avait clôturé au-dessus des 107 000 $ en weekly,
On a fait un petit point pour rappeler que c'était plutôt le scénario bull qui s'était déroulé, donc c'était une bonne chose, mais qu'il restait quand même des éléments à surveiller, et notamment un qu'on n'avait pas mentionné, qui est la publication des chiffres de l'inflation CPI américaine, qui aura lieu pendant le shutdown du gouvernement, ce qui était plutôt imprévu. C'est une situation assez exceptionnelle, et on s'attend à une hausse de 0,25% du CPI, donc de l'inflation américaine en septembre, contre 0,3% pour le consensus. Donc si c'est le cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que l'inflation n'est pas trop haute, et donc ça veut dire que Powell aura plus de facilité à baisser les taux, puisque forcément, hein, toujours son but c'est de contraindre l'inflation, et si l'inflation repart en galopant, nécessairement ça va pas forcément le motiver à baisser les taux. Donc c'est pour ça qu'il faudra d'abord surveiller cette publication qui interviendra donc vendredi 24 octobre, donc dans 2 jours quand vous allez voir cette vidéo. Il faudra d'abord surveiller ça. On va avoir un peu de mouvement ce vendredi-là, j'imagine. Et en fonction des réponses de ce qui sera donné vendredi, donc c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir une inflation qui est plus basse que le consensus, et est-ce qu'elle sera suffisamment basse pour motiver Jérôme Powell, on aura déjà des premiers éléments de réponse pour savoir est-ce qu'il va finir par baisser les taux lors de sa réunion du 29 octobre. Bon, pour terminer, on va faire juste une petite parenthèse. C'est ce que j'avais appelé opinion de l'analyste dans cet article-là, où là vraiment je donne un peu plus mon avis. Sachez que voilà, c'est encore une fois donné que à titre indicatif, c'est mon avis perso, et ça me semblait intéressant quand même de vous le partager. Peut-être que ça peut vous intéresser également. À titre personnel, moi dans la situation actuelle, je suis toujours quasiment uniquement positionné en stablecoin. J'ai 65% de mon portefeuille en stablecoin, et de toute manière d'ailleurs c'est transparent puisque on le communique sur Oak Research pour être tout à fait transparent avec nos lecteurs sur les actifs qu'on détient. À part ces 65% en stablecoin, j'ai une majorité en BTC et en HYPE. Et est-ce que j'ai profité de cette baisse du marché pour essayer de racheter des altcoins et profiter des prix qui sont un peu plus intéressants? La réponse c'est non, tout simplement parce que je considère que tant qu'on n'est pas sorti de cette zone d'incertitude autour de la décision de la Fed, qui pour moi va être le catalyseur du marché, à savoir est-ce qu'on va aller à la hausse ou à la baisse, je considère qu'il y a trop de risques par rapport aux récompenses potentielles. Sachant qu'en plus, à titre personnel, je considère que c'est compliqué de se positionner sur les altcoins parce que on est clairement dans un marché baissier sur les alts, et il vaut mieux jouer des petits coups, des petits rebonds ou des petits runners de temps en temps plutôt que d'être détenir sur le long terme des altcoins. Mais ça reste un avis personnel. En tout cas, voilà. À titre perso, ça ne veut pas dire que je suis bearish pour le marché des cryptos et pour Bitcoin. Je considère simplement que tant qu'on n'est pas sorti de cette zone d'incertitude, je préfère ne pas prendre de position. Néanmoins, je l'avais dit dans l'article, si on reprend les 107 000 proprement, alors dans ce cas-là, je redeviendrai preneur de risque, et c'est ce que j'ai fait avec quelques longues sur BTC quand on a clôturé autour des 107 000 vendredi soir. Évidemment, si on le casse à la baisse, comme je vous l'ai dit, là, pour le coup, je préfère laisser passer le mouvement et clôturer une bonne partie de mes positions. En tout cas, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que pour moi, donc l'enjeu, c'est vraiment cette réunion et cette décision de la Fed de abaisser ou non ses taux directeurs. Et mon avis perso, c'est qu'ils vont le faire, tout simplement parce que il y a trop d'enjeux pour ne pas mettre fin à cette période de quantitative easing et enfin entrer dans une phase d'assouplissement, donc de quantitative easing et donc de réinjection de liquidité, et une phase prolifique pour les marchés financiers. Mais évidemment, voilà. Tant que ça n'est pas formalisé, on n'est pas sorti de cette zone d'incertitude. Mais à titre perso, moi je pense que le marché n'a pas dit son dernier mot, qu'il devrait continuer de consolider encore quelques jours en attente de cette annonce-là, et que ça devrait plutôt aller dans la bonne direction que dans l'autre. Mais ça reste mon avis personnel. Et d'ailleurs, pour terminer, je voulais vous dire, je ne sais pas si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le sujet, puisque je vous parlais un peu de mon portefeuille. Est-ce que ça vous intéresse que je vous explique pourquoi je suis positionné majoritairement en stable, pourquoi je considère que on est dans un marché baissier sur les altcoins, comment est-ce que j'utilise mes stables, parce qu'effectivement j'ai aucun de mes stablecoins qui n'est pas utilisé pour faire quelque chose, c'est-à-dire pour farmer un airdrop, pour farmer des liquidités ou quoi que ce soit. Et concrètement, en fait, pourquoi est-ce que je considère qu'en ayant 65% de stable, je suis quand même extrêmement exposé au marché, non pas à la direction des altcoins, mais exposé au succès des projets, etc., via les airdrops et ainsi de suite. Enfin bref, si vous voulez que je vous explique cette stratégie-là un jour dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, voilà, on a fait le tour du sujet. J'espère que ça vous aura éclairci un petit peu sur le contexte macroéconomique, les enjeux qui se jouent actuellement aux États-Unis. Comment est-ce que cette période d'incertitude aux États-Unis impacte Bitcoin pour qu'il se retrouve aussi dans une période d'incertitude? Quels sont les différents scénarios? Bref, si cette vidéo vous a plu, pareil, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à la liker, à la partager. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à rejoindre Oak Research Premium si vous voulez accéder à ces contenus-là en avant-première. Vous avez tous les liens dans la description.